Bonjour chers étudiants, S2, semestre 2, heureuse de vous retrouver une nouvelle fois pour traiter avec vous l'une des sources d'obligation en matière de la théorie des obligations, à savoir la responsabilité délictuelle et la responsabilité quasi-délictuelle. Donc, on a déjà signalé durant la séance précédente que le législateur marocain a traité cette responsabilité au niveau des articles 77 jusqu'à l'article 106 du Dahir des obligations et contrats. Et on a dit que la responsabilité civile délictuelle découle du fait du délit, c'est-à-dire un fait dommageable qui est traité par la loi et qui porte atteinte à autrui intentionnellement et volontairement. Et on a en parallèle la responsabilité quasi-délictuelle qui découle du quasi-délit, qui est une faute commise par son auteur et qui porte aussi dommage à autrui. Donc, sans intention, il y a absence de l'élément intentionnel et de l'élément moral dans ce cadre. La responsabilité civile délictuelle, c'est vrai, elle constitue une source d'obligation à l'instar de la responsabilité civile contractuelle. Elle est dite responsabilité civile délictuelle ou quasi-délictuelle parce que sa source, c'est le délit, c'est le quasi-délit, qui sont des faits juridiques qui portent atteinte à autrui, donc qui causent dommage à autrui, et c'est ce fait juridique qui donne lieu à des obligations qui vont être supportées par l'auteur du fait ou de la faute juridique, à savoir la réparation. Donc l'obligation s'envisage dans la réparation du dommage causé à autrui. Donc la source de cette responsabilité, c'est le fait de porter atteinte à autrui, c'est la transgression de la loi. Donc on a la loi qui nous interdit de porter atteinte à autrui. Par conséquent, s'il y a une transgression du texte, de cette disposition légale, il y aura une responsabilité civile délictuelle ou quasi-délictuelle selon les cas. En fait, pour parler d'une responsabilité civile délictuelle ou quasi-délictuelle, il faut bien sûr la réunion de certaines conditions, bien sûr, qui sont traitées et régies par la loi, par notre Dahir des obligations et contrats. Donc, pour parler d'une responsabilité civile délictuelle ou quasi-délictuelle, il faut une faute, un dommage, en plus d'un lien de causalité entre la faute et le dommage. Tout d'abord, commençons par la faute. Ce qu'on peut dire au niveau de cet élément, c'est que la faute constitue un élément essentiel pour l'engagement de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle. Donc, il s'agit d'une notion qui nécessite d'être traitée sur plusieurs volets. Tout d'abord, ce qu'on doit signaler, c'est que notre Dahir des obligations et contrats a adopté en principe la théorie classique de la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle qui repose sur l'existence d'une faute du fait personnel. Or, cette législation adopte aussi d'autres cas
qui envisage l'existence de la responsabilité civile quasi délictuelle, même en l'absence d'une faute personnelle. C'est le cas de l'engagement de la responsabilité civile du fait d'autrui ou du fait de la chose qui se trouve sous la garde d'une personne et qu'on va traiter tout à l'heure. Donc, en revanche, avant de traiter l'ensemble de ces points, il convient tout d'abord de définir qu'est-ce qu'une faute. Et il faut préciser aussi quelles sont ses composantes. Donc, tout d'abord, la faute a été traitée par le législateur au niveau de l'article 77 et l'article 78 du Dahir des obligations et contrats. Donc, on va commencer tout d'abord par l'article 78 du Dahir des obligations et contrats qui précise que la faute consiste soit à omettre ce qu'on était tenu de faire, soit à faire ce dont on était tenu de s'abstenir sans intention de causer un dommage. Donc, ça, c'est une première phase de la faute qui donne lieu à l'engagement de la responsabilité civile quasi délictuelle. Donc, ces caractéristiques, c'est que, premièrement, la faute ici s'envisage dans un acte positif ou un acte négatif. Donc, un acte positif qui consiste en la commission d'un fait qui est interdit par la loi, ou encore, elle peut s'envisager dans un acte négatif, s'envisageant dans l'omission de faire ce que la loi nous oblige de faire. En plus, l'article 78 précise que la faute doit être un fait positif ou négatif, mais elle doit être contraire à la loi. Donc, un fait qui est illicite. En plus, elle doit être commise sans l'existence de l'intention de son auteur. C'est-à-dire, dans ce cadre, on parle de l'absence de l'élément intentionnel, l'élément moral ou l'intention de porter atteinte à autrui. De ce fait, ce qu'on peut constater, on peut constater que l'article 78 du Dahir des obligations et contrats a traité la faute non intentionnelle. Il s'agit d'une faute qui est commise suite à l'imprudence et suite à la négligence de son auteur, mais cela ne signifie pas que son auteur ne discerne pas l'illicéité de l'acte. Donc il sait que l'acte est illicite, mais par imprudence et par négligence, il a commis la faute et par conséquent, il a causé dommage à autrui, ce qui lui oblige de réparer ce dommage. Donc le premier cas, c'est la faute. C'est un acte positif ou négatif qui porte atteinte à autrui, qui est interdit par la loi. Deuxièmement, on a l'article 77 du Dahir des obligations et contrats qui a traité la faute délictuelle. Et lorsqu'on parle de délit en matière civile, c'est infraction en matière pénale, c'est-à-dire un fait interdit par la loi, la commission d'un fait interdit par la loi qui cause dommage à autrui, mais cette fois-ci avec l'intention de causer dommage à autrui. Donc, au niveau des deux types de fautes, qu'elles soient intentionnelles ou non intentionnelles, dans ce cadre, on peut signaler que l'auteur doit jouir du discernement suffisant. Il doit être conscient que l'acte qu'il a commis, l'acte interdit qu'il a commis est interdit par la loi. Donc, sous cet angle, l'article 96 de notre Dahir des obligations et contrats dispose que le mineur
dépourvu de discernement ne répond pas civilement du dommage causé par son fait. Il en est de même de l'insensé quant aux actes accomplis pendant qu'il est en état de démence. Le mineur répond au contraire du dommage causé par son fait s'il possède le degré de discernement ou le degré nécessaire pour apprécier les conséquences de ses actes. Donc, au niveau de la pratique, le juge jouit d'un large pouvoir discrétionnaire dans l'appréciation de l'existence de la faute, mais au niveau de la qualification juridique des faits, donc la qualification, elle reste l'affaire de la Cour de cassation. Donc il y a toujours un contrôle de la Cour de cassation qui est exercé sur la qualification juridique des faits. Concernant les types de fautes, donc on a parlé de la faute intentionnelle qui se manifeste dans le cas du délit et la faute non intentionnelle qui se manifeste dans le cas du quasi-délit. Donc la différence entre les deux cas, c'est l'existence de l'élément intentionnel visant à porter atteinte à autrui. Donc dans les deux cas, la personne elle est consciente de l'illicéité de l'acte, mais dans un premier cas, la faute non intentionnelle, elle n'a pas l'intention de porter atteinte à autrui. Et dans le deuxième cas, qui est le cas du délit, elle a l'intention de porter atteinte à autrui. Et dans les deux cas, la personne qui cause dommage à une autre personne va supporter une obligation civile, à savoir la réparation du dommage. Donc, pour parler de la faute, il y a plusieurs types de fautes. On a vu les deux catégories, la faute intentionnelle, la faute non intentionnelle. On peut signaler aussi d'autres qualifications qui ont été établies par la doctrine. Il y a la faute d'action, donc qui est une faute positive, qui consiste à faire ce dont on était tenu de s'abstenir, ou la faute d'omission, qui consiste à omettre ce qu'on était tenu de faire. En l'occurrence, il y a la faute légère, appelée aussi la faute d'imprudence ou de négligence. La faute lourde, c'est une faute qui est commise avec un dol, avec une intention frauduleuse. Donc, ce qu'on peut signaler au niveau de notre Dahir des obligations et contrats, c'est que cette loi a fait une distinction, comme on l'a déjà précisé, une distinction entre la faute intentionnelle et la faute non intentionnelle. Et bien sûr, cette distinction, elle répond à l'opposition traditionnelle entre le délit et le quasi-délit. On peut parler aussi de la faute par abus de droit, qu'en principe, toute personne peut exercer. On sait qu'en principe, toute personne peut exercer des droits qui lui sont attribués par la loi. Mais si elle dépasse les limites de ces droits, dans ce cas, on peut parler de la faute par abus de droit. Et dans ce cadre, on peut signaler les dispositions de l'article 94 de notre Dahir des obligations et contrats qui dispose qu'il n'y a pas lieu à responsabilité civile lorsqu'une personne, sans intention de nuire, a fait ce qu'elle avait droit de faire. C'est-à-dire, si la loi nous octroie des droits, et même si elle porte atteinte à autrui, donc, et on n'a pas l'intention de porter atteinte à autrui, on n'est pas responsable civilement. Mais si on dépasse les limites que nous détermine la loi et on a l'intention d'abuser de nos droits et de porter atteinte à autrui, là, on peut parler d'une faute par abus de droit.
la faute d'abus de droit peut se manifester dans plusieurs domaines. Par exemple, dans le cas des relations de voisinage. On peut signaler les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 94 du Dahir des obligations et contrats qui précise « Cependant, lorsque l'exercice de ce droit est de nature à causer un dommage à autrui et que ce dommage peut être évité ou supprimé sans inconvénient grave pour l'ayant droit, il y a lieu à responsabilité civile si on n'a pas fait ce qu'il fallait pour le prévenir ou pour le faire cesser. » Donc, aussi la faute abusive, elle peut se concrétiser dans le cadre de la concurrence. On a par exemple l'exemple de l'article 7 de la loi 104/12 ou dans le cadre des conflits économiques de travail tels que l'exercice du droit à la grève en vue de la réalisation d'autres objectifs autres que ceux pour lesquels la grève est destinée. Bien sûr, l'engagement de la faute relevant du fait personnel doit répondre à certaines conditions, à savoir tout d'abord l'existence d'un fait qui est dommageable, donc un fait qui porte ou qui cause dommage à autrui. Et le fait dommageable constitue une composante qui est essentielle de la responsabilité civile délictuelle et quasi délictuelle. Ceci, s'il constitue le résultat direct non seulement du fait, mais aussi de la faute de l'auteur. Donc, le fait dommageable, pour parler d'un fait dommageable, il faut un fait qui doit être certain et qui doit être personnel. Donc, le fait dommageable, il peut se concrétiser dans une faute par commission, c'est-à-dire un fait positif, comme on l'a déjà précisé, et c'est la forme habituelle de l'engagement de la responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle. Par exemple, la commission d'un délit, entre parenthèses, une infraction dans le domaine pénal, tel que le vol, l'escroquerie, etc. Donc, par ailleurs, le fait dommageable peut se concrétiser dans un acte d'omission. Par exemple, ne pas porter secours à autrui. C'est une infraction qui est commise par un fait d'omission. S'agissant de l'omission dans l'action, c'est l'acte négatif qui va causer dommage à autrui. Et dans ce cadre, on peut parler de l'omission par imprudence ou par négligence, c'est-à-dire l'omission non pas dans le cadre du délit, mais dans le cadre de la faute non intentionnelle. S'agissant de l'omission dans l'inexécution d'une obligation légale d'agir, on peut la définir comme une abstention d'une personne de porter assistance à une personne en danger, comme on l'a signalé tout à l'heure. Donc, il s'agit ici d'une abstention intentionnelle qui constitue à la fois une faute civile comportant des dommages et intérêts et une faute pénale qui va donner lieu à un emprisonnement, à une répression s'envisageant dans l'emprisonnement. En plus du fait juridique, on a la volonté. Donc l'imputabilité de la faute à son auteur suppose l'existence de la volonté. Et l'élément de la volonté, il est étroitement lié à l'existence du discernement et de la capacité d'appréciation chez l'auteur de la faute, d'où l'exclusion de certaines catégories de personnes telles que les mineurs, les insensés, etc. Donc on a ici toujours les dispositions de l'article 96 du DOC, du Dahir des obligations et contrats, qui dispose que le mineur dépourvu de discernement ne répond pas civilement du dommage causé par son fait. Il en est de même de l'insensé quant aux actes accomplis pendant qu'il est en état de démence.
Le mineur répond au contraire du dommage causé par son fait s'il possède le degré nécessaire pour apprécier les conséquences de ses actes. En revanche, il convient de signaler que la perte volontaire de la conscience ou du discernement ne constitue pas une condition d'exonération de l'auteur de la faute, de sa responsabilité. Par exemple, si une personne est en état d'ivresse, donc elle a pris de l'alcool, mais cette fois-ci volontairement, dans ce cadre, elle sera responsable de tous ses actes et de tout dommage causé à autrui. En plus de ces éléments, il faut que le fait soit illicite, c'est-à-dire le fait qui est interdit par la loi. Comme il a été déjà précisé dans les articles 77 et 78 du Tahrir des obligations et contrats, le fait dommageable, qu'il soit intentionnel ou non intentionnel, il doit être contraire à la loi. C'est-à-dire, ici on parle d'une faute qui s'envisage dans la violation de la loi, la transgression de la loi et qui donne lieu à un dommage qui doit être réparé par l'auteur de la faute. En conséquence, la responsabilité du fait personnel fait peser sur la victime ou ses ayants droit la charge de la preuve de la faute. Donc la preuve, elle peut être ici établie par tout moyen de preuve, sauf si l'auteur invoque l'absence de son discernement au moment de la commission du fait dommageable. Tel est le cas des insensés, par exemple. Dans ce cadre, il peut s'exonérer de sa responsabilité civile. Donc, on a la théorie classique de la responsabilité civile délictuelle, quasi-délictuelle, qui repose sur la faute de l'auteur du dommage, mais il y a d'autres cas particuliers qui sont traités par le Tahrir des obligations et contrats, mais qui ne reposent pas sur la faute personnelle de la personne, c'est-à-dire que la personne sera responsable du fait d'autrui, c'est-à-dire de la faute, elle sera responsable de la faute causée par une autre personne ou encore causée par une chose qu'elle a sous sa garde. Donc ici, on parle de la responsabilité du fait d'autrui ou du fait de la chose. Donc ici, on peut dire que la responsabilité civile délictuelle la responsabilité civile quasi-délictuelle peut se fonder sur la théorie du risque, qui n'implique aucun jugement de la valeur sur les actes du responsable. Dans ce cas, la responsabilité fait supporter aux individus qui créent des risques graves en raison des activités qu'ils pratiquent. Par exemple, on peut parler de cette théorie du risque dans le cas des accidents de travail, par exemple. Dans ce cas, on peut dire qu'il y a des risques qui peuvent causer un dommage à autrui en l'absence de toute faute de la personne. Aussi, on va commencer par la responsabilité du fait d'autrui. On a parlé de la responsabilité résultant de la faute. On a d'autres cas, on a dit qu'il y a d'autres cas particuliers qui reposent sur le fait d'autrui ou le fait de la chose que la personne a sous sa garde. Commençons par la responsabilité du fait d'autrui. Ici, on peut signaler les dispositions de l'article 85 du Tahrir des obligations et contrats qui dispose: on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé
par le fait des personnes dont on doit dépendre. Ainsi, l'article 85 vise les personnes responsables des faits d'autrui, à savoir, dans ce cadre, il parle du cas des parents, par exemple, qui sont responsables du fait de leurs enfants, aussi les maîtres et commettants, les artisans, les instituteurs, etc. En outre, le même article prévoit un autre cas de la responsabilité du fait d'autrui, à savoir la responsabilité que causent les insensés et aussi les autres infirmes d'esprit. Par ailleurs, la responsabilité du fait d'autrui peut reposer sur une présomption de faute, comme elle peut être une responsabilité sans présomption de faute. Donc, concernant la responsabilité du fait d'autrui fondée sur la présomption de faute, c'est-à-dire, dans ces cas, la personne, elle sera présumée responsable. Il n'y a pas lieu de prouver sa faute. C'est le cas, par exemple, de la responsabilité des pères et mères du fait de leurs enfants. En plus, on a le cas de la responsabilité des artisans du dommage causé par leurs apprentis, la responsabilité du fait des insensés et autres infirmes d'esprit. En plus, d'autres cas, comme on l'a déjà précisé, où la responsabilité du fait d'autrui ne se trouve pas fondée sur la présomption de faute, telle que la responsabilité des instituteurs du fait des élèves, la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés et la responsabilité du fait de la chose. Au niveau de ce dernier point, la responsabilité du fait de la chose, on peut signaler qu'il y a qu'il existe deux régimes. Il y a le régime général de la responsabilité du fait de la chose. Et il y a des régimes particuliers liés à la responsabilité du fait des bâtiments ou encore du fait des animaux que la personne a sous sa garde. Donc, cette séance arrive à sa fin. Je vous souhaite bon courage pour une séance prochaine, Inch'Allah.